20 septembre 1930. Le journal publie un article de leur envoyé spécial Geo London. 2 mois avec les bandits de Chicago. Un ennemi public que le public adore. De notre envoyé spécial, Chicago, août. Et maintenant me voici lancé à la recherche d'Al Capone, tsar des bandits, en même temps que je me préoccupe de rencontrer Spike O'Donnell, doyen des bandits, qui est, avec Capone, la figure la plus curieuse de ce joli monde. L'Amérique, je ne saurais trop le proclamer, est la terre bénie des reporters. Chacun s'ingénie à leur faciliter leurs tâches. Jamais je ne dirai assez l'empressement mis par tous ceux que j'ai rencontrés à m'aider dans mon enquête. Je crois en vérité que si la police de Chicago avait pu arrêter Al Capone, elle l'eût fait, rien que pour me procurer le plaisir de me le montrer et me permettre de l'interviewer dans sa cellule. Mais Capone n'a jamais été arrêté et condamné qu'une seule fois, pour port d'armes prohibé. Pourtant, depuis le jour où, il y a 9 ans, Johnny Torrio, alors bras droit d'un autre bandit, Jim Colosimo, le fit venir de Brooklyn à Chicago, au lendemain de l'assassinat resté mystérieux du dit Jim Colosimo, il a été mêlé à une 50aine de crimes. Al Capone était, à ce moment-là, un fort joli garçon, trop joli même, si bien que ceux qui ne l'aimaient pas usaient d'un mot français pour désigner la spécialisation de ses débuts. Il disait qu'il avait commencé dans la vie comme madame. Le marchand d'illusions. Mais Al Capone s'était révélé en réalité un homme, et un homme terrible. Il était affilié à la célèbre bande des 5 points, terreur de Brooklyn et de New York. C'est à la bande des 5 points qu'avaient appartenu Jeep le sanguinaire, Lefty Louis et les 2 autres meurtriers qui, en 1912, assassinèrent sur l'ordre du lieutenant de police Charles Baker, le tenancier de tripot Herman Rosenthal, coupable d'avoir révélé que le lieutenant Baker, chef de la brigade des jeux, l'avait fait chanter et avait exigé de lui de devenir son associé. Le 30 juillet 1915, dans une chaise électrique à la prison de Sing Sing, le lieutenant de police Charles Baker paya de sa vie à la fois sa forfaiture et le crime ordonné par lui. Mais depuis la prohibition, la justice américaine est devenue moins sévère. Al Capone se voit d'abord, à Chicago, à des occupations paisibles. Il prit la direction d'une maison d'illusion dans la South Wabash Avenue, à l'enseigne des 4 Diables. On oserait presque dire que le besoin de cette institution se faisait sentir. Longtemps, en effet, Chicago s'était targué de posséder la maison d'illusion la plus somptueuse in the world. Elle s'appelait fort discrètement l'Everly Club, du nom de ses 2 propriétaires, les Sisters Everly. Quand un étranger venait à Chicago, on lui disait « Il y a 2 endroits qu'il ne faut pas manquer de visiter, les abattoirs et l'Everly Club ». Mais une nuit, le fils d'un milliardaire, propriétaire d'un célèbre magasin de nouveautés, fut tué dans un des salons du club. Les Sisters et leur personnel disparurent et l'Everly Club ferma ses portes. Les 4 diables de Capone, habités par de jolies diablesses, furent donc les bienvenus quand ils firent leur apparition dans la Wabash Avenue. Mais Capone rêvait sans doute d'une autre destinée que celle de M. Philibert. Courtoisie. Le premier homme qu'il tua fut, croit-on, un certain brasseur clandestin nommé Joe Howard. Depuis, il a été acteur ou promoteur des principaux crimes de Chicago. Je vous ai parlé de l'assassinat à Cicero de l'avocat général Max Wiggin, ce singulier magistrat occupé à passer ses soirées avec les bandits que, durant la journée, il était censé rechercher et qui fut tué en même temps que 3 d'entre eux attaqués par une bande adverse. Comme Cicero est le fief de Capone, on eut de bonnes raisons de croire que le Big Boy était l'un des auteurs de cet assassinat. On le convoqua donc au bureau central de police et on lui posa cette question savoureuse. « S'il vous plaît, Mr. Capone, pourriez-vous nous dire si vous êtes l'auteur de l'assassinat de M. William Max Wiggin, avocat général, et si cela est, pourquoi vous avez commis ce crime ?» Al Capone répondit qu'il ne savait rien de cette histoire, serra la main du policier qu'il avait interrogé avec tant de courtoisie et remonta dans son auto, une auto blindée de 7 tonnes. C'est la seule fois qu'Al Capone a été inquiété, bien qu'on le tienne pour coupable de bien d'autres crimes. L'an dernier, au mois de février, se produisit ce que l'on a appelé le massacre de la Saint-Valentin, parce qu'il fut perpétré le 14, jour de la fête de ce saint.
Dans un garage de la North Clark Street, 7 bandits de la bande Bugs Moran, le rival de Capone, furent mis à mort par 4 hommes armés de mitrailleuses. Parmi les assassins, 2 étaient déguisés en policemen. Ayant contemplé les cadavres de ses camarades, Bugs Moran s'écria, moitié avec douleur, moitié avec admiration, « Il n'y a que Capone et ses hommes pour tuer comme cela. » Mais Capone n'a jamais été poursuivi ni pour ce crime, ni pour aucun autre. Il est sacré, dirait-on. Dans leur ardeur civique, les bons citoyens qui ont formé la Chicago Crime Commission peuvent l'avoir mis en tête de la liste des ennemis publics. Il ne craint rien, hormis la vengeance des bandits ennemis. Il est revenu à Chicago. Je crois bien que s'il n'y avait que la police pour lui faire peur, il ne se cacherait guère. Mais il y a tant de confrères gangsters qui ont à se venger de lui. C'est peut-être la véritable raison pour laquelle Al Capone reste introuvable. Une idée. Si j'allais demander où Al Capone se cache à son avocat. Chauffeur, 111 West Washington Street. C'est l'adresse de M. Thomas D. Nash, défenseur d'Al Capone. D'une manière générale, et je m'excuse de cette réflexion auprès de la Bar Association d'Amérique, les avocats des gangsters ont une réputation déplorable. Certains d'entre eux sont considérés comme les complices moraux de leurs clients. Le très sympathique Thomas D. Nash n'est certainement pas de cette sorte. C'est un des avocats les plus estimés de Chicago. Son cabinet, qu'il dirige avec un associé, Mr. Michael Ahern, est une grande administration installée dans un magnifique building et peuplée de secrétaires et de dactylographes. L'accueil de Mr. Thomas D. Nash est exquis, en même temps que plein de réserves. « Je souhaite beaucoup que vous réussissiez à voir Al Capone, me dit-il. Je le souhaite en vérité. Vous verrez comme il est sympathique. Ah, vous ne vous en doutez pas. D'ailleurs, ses amis l'adorent. En vérité, c'est à certains égards un être plein de délicatesse. Mais oui. Dites-moi où il est. Mon Dieu, je ne peux pas. This is no business of mine. Ce n'est pas mon affaire. Tout ce que je puis vous dire, c'est que du point de vue juridique, je ne vois pas comment on peut empêcher Al Capone de venir à Chicago. Allons, Mr. Nash, un bon mouvement. Dites-moi où je peux le voir. I'm very, very sorry, but I can't. Je suis très, très fâchée, mais je ne peux pas. Vous savez, j'aime beaucoup la France et je serais bien heureux d'aller à Paris. Ma sœur adore Montparnasse. Goodbye, Mr. Nash. À la recherche de l'introuvable. Je continue à chercher Al Capone. Me voici au Lexington Hotel, qui fut longtemps son GQG. J'en sors bredouille. Même démarche vaine au numéro 7244 de la Prairie Avenue, où il eut longtemps une résidence, tout en étant domicilié à Cicero. Il me faut encore ici faire allusion à l'affaire Bono. Supposez que, pendant que la sûreté parisienne recherchait le chef de la sinistre bande, un journaliste eût essayé de le joindre par ses propres moyens et qu'il eût demandé tout uniment en divers endroits « Avez-vous vu Bono ?» Il est à présumer qu'on l'eût pris pour un fou, un mauvais plaisant ou un dangereux malfaiteur. Ici, personne ne s'étonne de ma question. On me répond le plus aimablement du monde « Al Capone ? Ah non, monsieur, nous ne l'avons pas vu ces temps-ci. » Mais c'est bien autre chose lorsque je vais à Cicero, où Capone a presque toujours vécu depuis son arrivée à Chicago. Cicero est une commune limitrophe de Chicago, à l'ouest de cette ville. Les Américains la qualifient de « village ». C'est en réalité une cité de près de 40 000 habitants. Une immense usine d'électricité, appartenant à la compagnie la plus importante des États-Unis, y fournit de l'ouvrage à la majeure partie de la population. Cicero a été nommé ainsi en mémoire du célèbre orateur romain, que nous appelons Cicéron, et qui périt assassiné par les gangsters de Marc-Antoine. Les habitants de Cicero sont de tranquilles travailleurs, parmi lesquels on compte de nombreux Italiens. Le mécène de Cicero. Mais ne vous avisez pas de critiquer devant eux les agissements du bandit Al Capone. Ils nourrissent pour lui une affection sans bornes. C'est ahurissant, mais c'est ainsi. Les édiles de Cicero sont pour la plupart des créatures d'Al Capone, ce qui ne les empêche pas d'être personnellement des gens fort honorables. Al Capone est à Cicero une manière de mécène dont on cite les traits de générosité innombrables. Il adore les enfants qui le lui rendent bien. Il les embrasse, leur offre des jouets, sourit aux mamans, tend à tous une main si affectueuse qu'on oublie qu'elle est bien souvent rougie de sang. C'est un bon mari et un admirable père de famille, me dit de lui l'ancien tenancier du bar dans lequel fut assassiné l'avocat général Max Wiggin, 5613 West Roosevelt Road.
Quelqu'un, un médecin, me raconte avec attendrissement que lorsque le GQG d'Al Capone, alors installé à l'hôtel Hawthorne à Cicero, essuya le feu des mitrailleuses de la bande Morane, Al Capone dépensa 150 000 francs pour faire soigner une pauvre femme blessée au cours de l'attaque. Une actrice me parle de lui avec un sourire extasié. Il a un chic extraordinaire. D'ailleurs, il est si coquet. La coquetterie d'Al Capone assume même des aspects imprévus. Tout récemment, il faisait annoncer par la TSF que le E muet de son nom ne devait pas être prononcé et que par conséquent, il ne fallait pas le nommer Caponi, comme le faisait à tort le public, mais Capone, ainsi que nous prononçons ce nom en français. Le speaker de la radio transmit fidèlement ce message. Mais si je trouve à Cicero la trace de la surprenante sympathie qu'inspire cet ennemi public, je ne le découvre pas personnellement. Il me faudra 9 longues journées pour arriver à joindre Al Capone. Chose étrange, c'est un coup de téléphone donné à New York au détective Val O'Farrell qui décida du succès de l'entrevue cherchée. Val O'Farrell, qui s'occupa beaucoup de l'affaire du lieutenant Baker, fut un des invités d'Al Capone, le soir du match de boxe Tony Dempsey, lorsque le bandit, au cours d'un souper, dépensa, dit-on, 20 000 $, soit un demi-million. Un matin vint enfin où un discret messager vint me prévenir qu'Al Capone consentait à me recevoir. Geo London. À suivre. Rétro News, le site de presse de la BNF.